Bonjour Marc Van Petegem et merci pour cette interview. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous décrire en quelques mots l'histoire de VPLP? Alors, je suis Marc Gompétéguem, architecte naval. J'ai fait la connaissance de Vincent Loriot-Prévost, le LP du VPLP, en fait, à l'école à Southampton. Ça fait 45 ans à peu près qu'on est amis avant d'être associés dans cette belle aventure. Et voilà, on me demande souvent quel est le plus beau bateau, le bateau dont on est le plus fier. En fait, je crois que c'est de VPLP qu'il s'agit avant tout. Euh, donc on est mieux connu pour les bateaux de course, les bateaux de croisière, les yachts, que pour ce qu'on a pu faire dans le monde maritime. Mais euh, il se trouve qu'en 2000, pour la Coupe de l'América 2010, la 33e Coupe de l'América, nous avons dessiné le trimaran Oracle qui l'a gagné. Et sur ce bateau-là, il y avait une aile géante de 68 mètres d'envergure. Et bon, ça faisait déjà, moi, depuis le début des années 2000, je suis extrêmement préoccupé par l'état du climat, l'état de la planète. Et j'ai 5 enfants, donc je suis un peu inquiet du monde qu'on va leur laisser. Et on se demandait ce qu'on pouvait, en dehors de la sphère personnelle ou même de l'engagement sociétal, puisque j'ai cofondé d'abord une école de design durable à Nice, qui est une école où vraiment nous pratiquons toutes les méthodes d'innovation en utilisant les outils du design pour, euh, pour former des jeunes pour que, ensemble, on invente un futur désirable, une nouvelle prospérité, un nouveau bien-être. Enfin, voilà. Ben, en dehors de tous ces aspects-là qui sont très importants, on se demandait comment techniquement on pouvait faire quelque chose. Et donc, l'idée, en voyant ce bateau, c'est de se dire, mais finalement, cette aile qui a une puissance double de celle d'un gréement traditionnel, si on était capable de l'affaler, de la riser, on serait sûrement capable d'en automatiser son fonctionnement, parce qu'il est clair que dans le domaine du maritime, on ne va pas demander à des marins de s'occuper du gréement, on n'est plus au XVIIe siècle. Et donc voilà, l'idée était là, peut-être ce serait un bon moyen d'hybrider la propulsion des navires de commerce. On a réfléchi assez longtemps, on a fini par avoir une bonne idée, on a eu une subvention de la part de l'ADEME pour construire un prototype. On a construit un petit prototype sur un bateau de 7 mètres, un petit trimaran, et qui a très bien marché, rapidement en fait. On était assez contents. Ensuite, on s'est rapproché de la CNIM pour faire les ailes d'Energy Observer. Energy Observer, c'est un catamaran démonstrateur d'énergie renouvelable et ne se propulse jusqu'à présent qu'avec le soleil et l'hydrogène. Et puis, c'est un petit peu limite quand on veut traverser l'Atlantique. Ils ont un grand programme d'aller jusqu'au Japon et tout ça. Donc, il leur fallait trouver une assistance autre. Et donc, évidemment, le vent, c'est quand même pratique. C'est présent partout, c'est gratuit, c'est propre. Et ça fait plus de 5000 ans qu'on s'en sert. Donc, voilà. On a fait des ailes qui sont proportionnellement petites. On n'a pas transformé en un bateau à voile. Et puis surtout, début, c'était même fin 2017, Ariane Group a cherché à remettre en jeu le contrat de transport des éléments de la fusée des ports européens de Brême, Rotterdam, Le Havre, Bordeaux jusqu'à Kourou. Et on s'est dit, bon, on va s'associer à des armateurs et on va développer un bateau exprès pour ça. Donc on s'est
On a travaillé avec Zéphyr Eboré et GIFMA pour proposer un bateau exactement taillé et dessiné pour l'usage, avec 4 ailes de propulsion dessus. Et ces 4 ailes nous permettent d'économiser entre 25 et 30% de la propulsion. Voilà l'histoire de VPLP à peu près jusqu'à ce jour. En disant peut-être autre chose, c'est qu'on réfléchit aussi, et dans le même mouvement, on connaît bien le fonctionnement des bateaux à foil, et on se dit c'est quand même dommage de ne pas utiliser les foils pour transporter les passagers, charge pas trop lourde. Et donc on travaille sur en fait voilà, des ferries rapides jusqu'à 45 nœuds à peu près, qui vont consommer 45% de moins qu'un équivalent archimédien. Okay. Et pour revenir à VPLP, bon, la renommée de VPLP, elle est internationale. Vos bateaux ont gagné toutes les courses à voile. C'est quoi votre recette de ce succès? Qu'est-ce qui vous a permis de concevoir des bateaux toujours plus innovants, toujours plus performants sur ces plus de 30 années? Eh oui, bientôt 37. Comment on a fait? Comment on fait? Je crois que depuis le premier jour, on a ce sentiment que ça fait un peu vieille chose, mais c'est vrai que nous, l'ordinateur de l'école, il tenait dans une pièce et on avait des cartes perforées. On, on faisait les plans de forme à la main, on naviguait au sextant. Enfin, on a connu tout ça, toute cette évolution en partant de là jusqu'à voilà. Et surtout, l'architecte naval faisait tout. Aujourd'hui, on est 32. On a 10 ou 11 ingénieurs de très haut niveau en performance, donc hydro-aérodynamique, en structure. On a des architectes navals qui sont un peu les chefs de projet, de vision plus d'ensemble, et puis des designers. Donc on a besoin de tout ça pour réussir aujourd'hui, enfin pour dessiner des bateaux performants. On est capable de traiter beaucoup de choses quand même. Et je crois que une des choses qu'on a faites, et à l'époque c'était pas aussi évident que ça a été toujours de réinvestir dans des logiciels, embaucher des ingénieurs, avoir toujours des outils en point, se poser des questions. Et ça, on a pu le faire parce que on avait les bateaux de course qu'on dessinait bien sûr, et à côté de ça, des bateaux de production, des bateaux de croisière. Et donc ces deux pôles en fait, fonctionnant ensemble, nous ont permis. Il y a eu des bascules. À certains moments, ça a été, enfin pendant très longtemps, ça a été la croisière qui a financé la course. Puis il y a eu la crise de 2008 et ça a été l'inverse pendant un moment. C'est voilà, c'est le fait d'être sur plusieurs, de pas se spécialiser, mais d'être dans plusieurs domaines et d'avoir toujours cette capacité d'investissement finalement pour rester au sommet de la vague. Ok, si on revient aux Ocean Wings, ces ailes articulées verticales que vous mettez sur les bateaux, voilà, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, c'est le meilleur moyen d'utiliser la propulsion vélique? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'industrialisable à grande échelle ou est-ce qu'il vous reste encore des développements à faire en la matière? Alors, on a toujours avec en fait, toujours en transférant ce qu'on a appris dans la course et en l'adaptant au maritime, on a développé des polaires 3D, en fait, des polaires qui permettent
de calculer la puissance, enfin la vitesse d'un bateau en fonction du vent, et en intégrant également la puissance principale, c'est-à-dire le moteur. Et donc avec ces polaires 3D, on peut faire des études de simulation. Et donc on a fait des études de simulation, bien sûr pour le projet Canopée pour le transport de la fusée, également pour d'autres armateurs avec qui on est en contact. Et on réalise en fait que le vent apparent, c'est-à-dire le vent reçu par le bateau, comme il navigue avec le vent, mais aussi avec sa propulsion principale, est très proche de l'axe du bateau. L'angle au vent apparent, comme on dit, est très proche du bateau, de l'ordre de 30-35 degrés. Et donc, la puissance d'un dispositif de propulsion éolienne est importante, mais ce qui est important aussi, c'est sa finesse, c'est-à-dire sa capacité à travailler très proche du vent. Et je pense que là, on a un avantage décisif. On n'est probablement pas les plus puissants. Un rotor Flettner, quand le vent vient de travers, le vent apparent vient de travers, c'est-à-dire que si le bateau est déjà en train d'avancer avec sa propulsion principale, en fait, le vent réel vient 3/4 arrière. Comme il avance, le vent vitesse se combine avec la vitesse du bateau, avec le vent réel, et donc le vent apparent vient à peu près du travers. Enfin, quand on est dans ce secteur-là, travers au bateau, un rotor Flettner, c'est très puissant. C'est plus puissant que nous. Mais en revanche, quand il va s'agir de travailler jusqu'à 20 degrés, on pousse jusqu'à 20 degrés, 20 degrés de vent apparent. Quand il va falloir aller travailler dans des angles au vent qui sont entre 20 et 45-50 degrés, ce qui sont quand même, c'est la majorité des angles au vent rencontrés par un navire qui avance. Là, on est meilleur. Donc, on est moins puissant sur un point de la courbe, mais au global, je pense qu'on est meilleur. On est infallable, ce qui est important parce que quand on est dans une configuration où le vent vient de face, où il n'y a pas de vent du tout, eh bien, on peut affaler dans un port aussi, c'est bien pratique quand même, ou quand il y a beaucoup, beaucoup de vent. Mais en tout cas, même dans ces cas de figure-là, quand le vent vient de face ou quand il n'y a pas du tout de vent, on n'a pas la traînée d'un rotor qui fait 5 mètres de diamètre et 30 mètres de haut, qui là ne porte plus, mais traîne. Bon, il y a les cerfs-volants qui sont intéressants aussi, dans certains cas de figure, mais c'est toujours pareil, avec des angles au vent très très pointus. Je pense que c'est un peu de mal à marcher. Il y a les ailes aspirées qui sont intéressantes, je pense que ça va être vraiment le challenge, mais jusqu'à présent, pas infallable. Voilà. Donc, en fait, il y a différents moyens de propulser les bateaux avec le vent, et c'est très bien, et il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les armateurs s'y intéressent beaucoup. C'est-à-dire que au début, quand on a eu cette idée, on a essayé de sonder un peu dans ce monde-là si ça les intéressait ou pas. Et en fait, bon, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, je crois, à l'époque, au pire, quand les gens étaient sympathiques, ils nous invitaient à déjeuner pour qu'on raconte nos histoires qui les faisaient marrer. Au pire, ils ne nous recevaient pas, ou si on rentrait, ils nous faisaient accompagner par le service de sécurité. C'était pas du tout quelque chose qui pouvait les... Enfin, ils pensaient que c'était une belle idée, mais voilà. Et puis, surtout qu'il fallait afficher des temps de retour sur investissement extrêmement courts pour que ça les intéresse. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas les contraintes qui se décident maintenant pour le début de l'année prochaine. Et donc, la conjonction, en fait, de ces contraintes sur le prix des carburants, une taxe carbone qu'on sent qui flotte là, mais un jour, elle va exister. Et un bateau, ça se prévoit pour durer plusieurs années quand même. Donc, il s'agit d'avoir la bonne décision stratégique. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est la pression sociétale. Aujourd'hui, les gens vont vouloir savoir, je pense,
quel est le bilan carbone de la chaîne logistique qui a permis à leur téléphone portable, à leur chemise, à leurs chaussures d'arriver jusqu'à eux. Quand on pense que le saumon du Danemark est fileté en Chine pour être fumé je ne sais plus où sur la planète avant de revenir en Norvège pour être vendu et réexporté, c'est quand même, on marche sur la tête. Donc, je pense qu'un jour, il va y avoir cette conscience. On voit très bien que la chaîne logistique est en train de bouger. Hein. Michelin veut que ses pneus soient transportés d'une façon plus éco-responsable. Jeffco, Geodis, toutes ces boutiques-là bougent parce que elles sentent bien qu'il va y avoir une demande. Et donc, ça va remonter chez les armateurs pour la partie maritime de la chaîne logistique. Et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est vu par un armateur comme une contrainte, un surcoût, etc., va pouvoir, dans un avenir que j'espère proche, être vu comme un avantage marketing. Parce qu'en fait, on ne change que soit parce que l'on y est forcé, donc la contrainte, ou l'envie. Et l'envie, c'est quand même plus sympa que la contrainte. Et que si jamais voilà, il y avait cette prise de conscience, eh ben, ça deviendrait une course vertueuse vers des moyens de décarboner le transport maritime. Alors, est-ce que ces ailes sont prêtes aujourd'hui à être installées sur des cargos à grande échelle ou est-ce que vous avez encore des développements à venir Voilà, vous en êtes tous sur cette phase de projet. On étudie en ce moment, on fait l'étude de ces grandes ailes. Donc, ces grandes ailes, elles font dans une. On travaille sur on travaille sur plusieurs solutions techniques, mais dans une solution qui serait classique en acier, on a un modèle qui existe, je vais dire un modèle informatique. Donc on n'est pas prêt à construire, mais proche de pouvoir construire. Et il va falloir livrer. Le canopé sera à l'eau je pense, du premier trimestre 22. Donc le compteur tourne, mais on sera prêt, bien sûr. Et on regarde aussi d'autres modes de fabrication. C'est sur ce qui peut être fait à l'échelle d'un projet qui est de faire 4 ailes pour un bateau, ou bien de se mettre en ligne pour faire 20-30 ailes par an d'ici à 6 ans, 5 ans, je ne sais pas. C'est pas tout à fait les mêmes implications industrielles ni les mêmes solutions techniques. Et donc, oui, on n'a pas de doute sur le fait qu'on va y arriver. Génial. Est-ce que vous pouvez nous partager des informations en ce qui concerne voilà, la superficie, le poids des ailes, éventuellement leur prix Leur fonctionnement, tout ça. Donc, oui, bien sûr. Donc, les ailes que nous développons pour l'instant, le module, on va faire une série. Donc, on va avoir peut-être 2 ou 3 types d'ailes, et puis on les multipliera pour des plus grands bateaux, sur des utilisations un petit peu différentes, peut-être la pêche, on aura une taille en dessous, on va s'adapter. Enfin, les grandes ailes sur lesquelles on travaille pour l'instant font 363 mètres carrés. Donc, ce sont des ailes en 2 volets. Il y a une partie avant, une partie arrière. La partie arrière est capable de se cambrer par rapport à la partie avant. Donc, en fait, il y a 2 réglages principaux. L'incidence, donc les ailes tournent sur 360 degrés. Elles ne sont pas aubanées, donc elles s'orientent comme ça par rapport au vent. Et la partie arrière est capable de se cambrer par rapport à la partie avant, ce qui donne la puissance. Entre les deux, il y a une petite fente. Et le principe aérodynamique, c'est que l'air passe par cette petite fente, réaccélère l'écoulement qui est sur la partie arrière, l'extrado de la voile, et donc recolle l'écoulement, et c'est comme ça qu'on a cette portance qui est importante. C'est exactement la même chose qu'un avion au décollage ou à l'atterrissage quand il sort son volet. C'est le même principe.
Euh, donc, en acier, ben, ça va être un poids d'une trentaine de tonnes. Euh, le- donc, que ce soit la mise en incidence ou la cambrure, elle peut être faite de façon hydraulique ou électrique, en fonction des applications et du désir des armateurs. Parce qu'on a eu un peu tout. Euh, sur les bateaux sensibles au niveau ATEX, ils n'ont pas envie d'avoir de l'électricité, ça se comprend. On sera plutôt en hydraulique. Sur d'autres bateaux, bon, enfin, ça dépend vraiment des gens. Donc le revêtement des ailes, eh ben, ça peut être, jusqu'à présent, c'était une toile à voile relativement basique parce qu'en fait, il n'y a pas d'effort dessus, c'est ça qui est bien. Mais on cherche aussi d'autres solutions. Euh, D'ailleurs, le principal euh, problème à résoudre, en fait, c'est plus la tenue aux UV que réellement la résistance. Puisqu'une aile comme ça, bon, la structure, c'est la durée de vie du bateau, les systèmes aussi, enfin exactement comme une grue, quoi. Euh, En revanche, la chose qu'il va falloir changer de temps en temps, c'est l'enveloppe, la toile qui entoure, qui donne la forme. Voilà. Et cette enveloppe-là, on veut qu'elle dure 5 ans, c'est-à-dire la durée entre les grands carénages, les visites quinquennales des bateaux. Encore une dernière petite question sur les Ocean Wings. Pendant votre TEDx de Cannes, qui est super et que je mettrai en lien à la fin de l'article, vous parlez de la possibilité de revêtir ces ailes de cellules photovoltaïques. Ouais. Né de l'ordre du rêve ou selon vous, ça peut venir dans un avenir proche? Où est-ce qu'on peut en être par rapport à ce On type? regarde ça de très près. On regarde ça de très près. Le, la certitude que j'ai, c'est que ça viendra. Il y a des solutions. Il y a des solutions aujourd'hui. Le problème, c'est d'en calculer l'intérêt. C'est-à-dire que même si je n'ai aucun doute sur le fait que la propulsion éolienne va revenir sur les bateaux, quand il va falloir aller gratter des kilowatts, on va regarder le soleil. Ça, c'est sûr. Et voilà. Donc, des films souples photovoltaïques sur les ailes, c'est possible, ça reste fragile. Une impression organique sur les ailes, c'est possible aussi. Ça donne pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. C'est facile techniquement, ou facile, disons, possible techniquement. Ça produit relativement peu. Mais ça, alors je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être, ce sera l'étape suivante. Mais par exemple, sur Canopée, on a un grand filet de protection puisque le bateau est ouvert, protégé par des bordées assez hauts. Mais le bateau est ouvert, on couvre la cale d'un filet de protection. Et sur ce filet de protection, en revanche, là, on va remettre des vêtements photovoltaïques souples qui vont pouvoir s'enrouler ou se plier au bout. Et là, par contre, là, c'est susceptible de faire largement l'énergie du bord, les clim, etc. Enfin bon, sans stockage, c'est-à-dire que ça sera au fil du soleil. La nuit, ben, Pour revenir sur VPLP, est-ce que vous pouvez nous partager voilà, vos prochains projets, les prochains défis de VPLP? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? alors, ben, on continue, VPLP continue à se développer évidemment dans le domaine de la course, évidemment dans le domaine de la croisière, enfin sur ces terrains traditionnels, si on peut dire. Et puis, avec cette nouvelle voie, on est clairement dans une dynamique où on se dit, ben,
on va certainement pas aller se mettre en compétition avec des architectes navals qui font des bateaux de commerce, des bateaux de service depuis des années. On va pas, ni bien sûr avec les bureaux d'études de chantier, etc. On n'a pas cette culture-là. En revanche, travailler avec ces gens-là, ça nous semble passionnant. Et leur apporter peut-être une petite couche au niveau de tout ce qui est moyen, donc hériter de la course, l'utilisation du vent, l'utilisation de, enfin, les foils pour le transport maritime rapide, euh, la puissance quand même des calculs CFD pour regarder les interactions, puissance éolienne, puissance dérive du bateau, et puis ce qui va se passer, parce que forcément, comme le bateau avance avec le vent, il faut que l'hélice et le moteur s'adaptent de façon à être dans la meilleure, dans le meilleur rendement, dans la meilleure plage de rendement, parce que sinon, si on gagne avec le vent et qu'on perd sur la propulsion principale, l'impact global, ben, on va passer un peu à côté. Donc, tout ça fonctionne ensemble. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de nous focaliser sur les moyens de finalement améliorer la performance, c'est-à-dire le gain d'énergie, c'est-à-dire le gain d'émissions. Voilà, ça, c'est vraiment sur des choses sur lesquelles on a envie d'aller. Et on a envie d'aller avec les architectes navals, avec des bureaux d'études, avec des gens qui sont dans ce monde-là depuis bien plus longtemps que nous et qu'on n'a absolument pas envie de concurrencer, bien sûr. Au contraire, de mettre en commun nos compétences, quoi. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Marc Van Petegem. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour tous ces projets excitants. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.